Il ressemble à un mime super connu dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon, c'est pas lui. Attention, on dirait pas comme ça, mais il a déjà refait le portrait d'un mec super baraqué. Avec un stylo, pas avec ses poings. Il peut rendre quelqu'un de beau, pas beau, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine de l'immobilier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Un magazine, vous le savez, qui est un brunch. Et on va parler justement de goût cette semaine parce que demain commence la semaine du goût. On va parler d'odeurs surtout. Ah bah oui, alors des odeurs qui viennent de partout parce que vous le savez, nos experts vivent partout en France. Et là, il y a un chroniqueur qui nous vient du Nord, ça se sent avec ce maroilles. Une qui vient de Toulouse aussi avec la saucisse de Toulouse. Alors c'est la semaine du goût, on va parler de cuisine donc. La cuisine. La cuisine, la pièce préférée des Français, celle où il fait bon vivre. Oui, celle où on se retrouve en famille, surtout après le confinement. De plus en plus de Français se sont mis à la cuisine et c'est un moment où on aime passer du temps. Alors nos experts ont planché justement. Oh, bravo. Bah non, ils ont planché. Ils ont planché. Et vous aussi, parce que vous nous avez trouvé un très bel invité. Et oui, alors ça va être le Cheese Gourou, sera avec nous dans l'invité du dimanche. Le Cheese Gourou, c'est le gourou du fromage. Le gourou du fromage, meilleur ouvrier de France. Il va chercher des fromages sur toute la planète. Il nous raconte ça dans l'invité du dimanche. Ah tiens, en parlant de fromage, on va aller manger du maroilles. Eh ben, c'est parti. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver et de retrouver vos spécialités régionales. Alors, j'allais dire Alexandra de Tours, mais vous n'êtes pas vraiment complètement de Tours. Non, sur Château-du-Loir, à mi-chemin entre Tours et Le Mans. Audrey de Thionville, bonjour Audrey. Bonjour. Là aussi, la Lorraine, la Moselle, on aime les cuisines traditionnelles. Oui. Et là, les cuisines traditionnelles, c'est justement la thématique de cette première partie. On a Virginie qui nous vient. Alors, près de Toulouse, c'est ça? Vous 20 venez d'où? minutes 20 du minutes centre de Toulouse. Et ça s'appelle comment, là, vous habitez? Un petit village, Laverneuse-la-Casse. Laverneuse-la-Casse. Et donc, merci, parce que là, on a une saucisse de Toulouse. Et je crois que c'est en plus une saucisse vraiment qui a été faite pour nous. Oui, exactement. Eh bien, merci au boucher de la Casse. Voilà. En plus, c'est vraiment très bon. Il y a aussi du maroilles, oui, parce qu'il vient du Nord. Gauthier, bonjour Gauthier. Alors, ce serait trop simple de dire Gauthier de Lille ou Gauthier. Non, alors vous, c'est un endroit. Comment vous... Alors, c'est l'Avesnois-Thiérache, donc une région très bocagère, située sur l'axe Bruxelles-Paris. Plus précisément à La Capelle, connue pour son hippodrome international. Ah, évidemment, la Capelle. La cuisine, on le sait, c'est une pièce préférée des Français. Bruno le disait. Eh bien, vous avez demandé justement, Audrey, à Thionville, aux Thionvillois, un micro-trottoir sur la place de la cuisine dans votre vie, dans votre maison. Exact. Alors Patrick, quelle est pour vous la place de la cuisine dans la maison ? La cuisine, c'est très important. Moi, j'adore la cuisine et puis j'adore les bons petits plats et on y passe beaucoup de temps. Je suis dans un petit studio, donc mon lit il est à côté de la cuisine. D'accord. C'est mon domaine au final. Je passe un peu ma journée dans ma cuisine, autant que dans mon salon, que dans ma chambre. C'est un peu tout au même endroit, quoi. Mon mari, lui, c'est le ménage et moi, c'est la cuisine. La cuisine, c'est très très important chez nous. On a un papa cuisinier qui aime beaucoup, donc c'est sa pièce à lui principalement. Et vu qu'on partage beaucoup de repas en famille, donc c'est un endroit qui fait donc cuisine et salle à manger, donc c'est la pièce principale pour nous. C'est une place centrale, puisque pour moi c'est un endroit où je prends l'apéro pendant que mon mari fait à manger. Ah ça c'est bien. Mais pourquoi pas? Non mais c'est vrai, c'est un endroit, et on le verra d'ailleurs en deuxième partie d'émission, c'est un endroit qu'on ouvre justement pour ne pas être cloisonné dans la cuisine, mais vous allez voir, il y a une tendance quand même à remettre les cloisons. Mais avec vous, on va parler de la cuisine traditionnelle. Et je me tourne vers vous parce que vous êtes près de Tours, on l'a vu, entre Tours et Le Mans. Et là-bas, vous avez vraiment le sens de la tradition, du traditionnel, même dans la cuisine. Exactement. La cuisine est très importante chez nous, du coup, par rapport à nos belles cuisines. Et quand on parle de cuisine chez nous, c'est des grandes cuisines. Oui. Beaucoup de châteaux de la Loire par chez nous aussi, donc forcément des ailes de cuisine importantes. Et même aussi dans nos maisons, qui sont très, je dirais, c'est un lieu passionnant, convivial, et avec tous nos produits de région et territoire, donc tout pourrait être bien. Et d'ailleurs, vous êtes allé faire des images dans un château, dans les cuisine d'un château. C'est ça. Exactement, c'est le château de Champchevrier à Cléré-les-Pins, dans le 37, du coup, où la famille y vit depuis 1728 déjà, donc qui se relaye de famille en famille. Et ça, c'est les cuisines vraiment qu'ils ont gardées d'antan, où il y a encore aussi des visites château possibles, et ils vivent dans une aile du château exactement, où tout reste convivial. On revient beaucoup sur la cuisinière à bois aussi par chez nous, je pense comme beaucoup dans la France aussi aujourd'hui. On regarde cuisinière à bois, c'est-à-dire la cuisinière à bois, comme nos grands-mères faisaient avec
mettre le bois d'un côté, cuisiner sur le haut, mettre la bouilloire. Ça existe encore. Oui, complètement. Et même beaucoup de cuisinistes aujourd'hui reviennent sur ces cuisines et ces cuisinières qui incrustent beaucoup dans nos nouvelles cuisines, même modernes. Alors vous allez voir que c'est vraiment une émission qui fait tout le tour de la question, parce que dans la deuxième partie, on verra des plaques qui, en fait, sont plus intelligentes que nous, pratiquement, qui sont ultra connectées. Mais vous, on est donc au bois. Et pourquoi pas ? Il y en a d'autres comme ça aussi La cuisine campagnarde, rustique, avec des matériaux bruts. La pierre bleue, par exemple, qui est une roche calcaire. Le bois. Donc, ce qu'ils apprécient vraiment, c'est les imperfections. Donc, que ça soit de la pierre ou du bois. Et c'est ce qui donne du caractère à la cuisine, de l'authenticité qu'on souhaite vraiment préserver, parce que nos ancêtres se sont quand même sacrifiés pour nous transmettre un patrimoine local. Donc on essaye de conserver ça un maximum. Et donc ça veut dire que quand on vend ou quand on achète une maison, c'est pas un problème, et au contraire même c'est un plus d'avoir une cuisine traditionnelle ? Tout à fait, puisque ce sont des matériaux durables. Donc en fait c'est un investissement sur le long terme. D'accord. Et pareil du côté j'allais dire de Toulouse, de la région de Toulouse. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de grandes cheminées qu'on retrouve dans les maisons de village. Et en fait, elles sont souvent maintenues par rapport à la brique et le galet, parce que dans les villages comme ça, nous, c'est... Ah, c'est plus la pierre bleue, alors là, vous, c'est la brique. La brique rouge également. La brique, oui. Et le galet, il faut savoir qu'à l'époque, pour réaliser les maisons, les constructions, les personnes allaient les chercher à la Garonne. Ils les ramenaient, oui, tout à fait. Donc ça leur coûtait peu cher, puisque ils fabriquaient avec la terre crue, etc., ou d'autres matériaux. De toute façon, à l'époque, c'est vrai qu'on construisait avec ce qu'il y avait autour. C'est pour ça qu'on se mettait entre l'eau et la forêt, pour avoir le bois, pour avoir les pierres aussi. Et donc, on retrouve ça, c'est vrai, dans la cuisine, qui était la pièce technique de la maison à l'époque. La pièce maîtresse. La pièce maîtresse. Mais qui l'est toujours aujourd'hui. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Toujours la cuisine. Ouais, mais on veut plus de confort, mais j'ai l'impression que c'est possible de marier les deux. D'ailleurs, Audrey, vous êtes allée voir un spécialiste, un cuisiniste. Donc, en Lorraine, c'est pareil. On a alors ce qu'on appelle des cuisines à cadre. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, on ne met pas des meubles, on n'accroche pas des meubles au mur. Non, on a déjà un cadre maçonné, c'est ça ? Exactement. Et alors, avant, il y avait carrément les motifs floraux et les feuilles de vigne qui représentaient les vignobles mosellans, notamment. Donc, tout était en chêne massif avec les poignées en fer forgé qui étaient faites par le forgeron du secteur. Ah oui. Voilà. Alors, on est loin du meuble suédois. Clairement. Exactement. Avec la pièce, la table au centre qui réunissait du coup toute la famille, où on se transmettait justement les différentes recettes, dont la quiche lorraine. Et oui, et la tarte au mirabelle. Exactement. Et alors, c'est vrai, pour avoir vécu mon enfance en Lorraine aussi, c'était souvent aussi la seule pièce chauffée. Exactement. Il n'y avait pas de chauffage central. Donc, c'était la fameuse cuisinière à bois qui chauffait toute la pièce. Toute la pièce. Et on retrouvait aussi les ustensiles d'époque au-dessus de la cheminée, ou les casseroles en laiton aussi. Je sais pas si tout à fait. Accrochées, exactement. C'est marrant, quand vous me parlez comme ça, j'ai l'impression qu'il y a Stéphane Bern qui va débarquer. Mais c'est vrai qu'on a. Mais c'était ça. C'est vrai que c'était ça. Et on retrouve des fois encore des cuisines de ce type que justement les clients modernisent. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ce que vous avez demandé à ce cuisiniste. Exactement. Est-ce qu'on peut garder ce côté ancien, mais quand même en rapportant du modernisme et du confort ? On écoute. Dans notre région, on nous demande des cuisines plutôt à cadre, avec des teintes blanches, grisées, des teintes plutôt modernes. On va y intégrer un piano de cuisson, un évier timbre, souvent de couleur blanc, ce qui va nous rappeler la cuisine souvent familiale qu'on a connue du temps de nos parents ou de nos arrière-grands-parents. Ces cuisines-là sont plutôt faites avec modernisme, parce qu'elles sont aujourd'hui ouvertes sur des pièces de vie, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on avait plutôt des cuisines lorraines qui étaient des pièces fermées. Voilà, et vous me disiez, Audrey, que vous accompagnez régulièrement des gens qui achètent une maison, qui se retrouvent avec cette cuisine traditionnelle. C'est même parfois un coup de cœur qui fait qu'on achète cette maison-là. Tout à fait, exactement, parce qu'ils voient tout de suite comment ils peuvent éventuellement améliorer avec les nouveaux matériaux, changer le plan de travail en carrelage et passer peut-être sur plutôt du quartz ou de la céramique ou de l'inox, changer les poignées. On a encore d'autres possibilités avec carrément même du covering directement sur les façades. Alors ça, vous le verrez d'ailleurs dans la deuxième partie, le covering. Moi, j'ai découvert, je pensais
pensais que ça ne concernait que les voitures, de les recouvrir de stickers pour leur donner une seconde jeunesse, mais ça existe aussi en cuisine. Exactement. Et alors, de votre côté, vous êtes allé voir, parce que vous avez une population assez internationale dans votre région, et des gens qui aiment le côté traditionnel de votre région, c'est... Les Hollandais, les Belges. Les Hollandais, on dit chez vous. Ah oui, les Hollandais, qui viennent de Hollande. Et vous êtes allé justement interviewer une sympathique Hollandaise qui habite votre région. Voilà, allez, on l'écoute. Et nous, les Hollandais, aimons bien la cuisine ancienne, les maisons anciennes. Par exemple, les tomates sur le sol, les poutres, les anciennes fasques dans la cuisine, on adore. Et on aime bien aussi les brocantes, d'acheter d'anciens meubles, et les garder dans son style, pas trop modernisé. Oui, garder dans son style, garder dans son jus en fait. Hein. C'est ce qu'on voit souvent dans les petites annonces. Moi, généralement, je trouve ça suspect dans son jus parce qu'on peut, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Exactement, mais après, comme tu le disais, ils gardent vraiment tout dans leur jus. Mais est-ce que l'électroménager tout. Ah oui, bon. Même au niveau des menuiseries, ils préfèrent du simple vitrage bois au PVC. En fait. D'accord, ah oui, ok. Et du côté de Toulouse, c'est tout le contraire. Ah, alors, c'est quoi? Nous, ils préservent vraiment les matériaux anciens. Même la tomate, c'est vrai que ça m'a fait penser. C'est hyper recherché chez nous, là, donc la brique galée, la tomate. Et par contre, modernisé à fond. Ça, c'est très... Ça, c'est vraiment coup de cœur, quoi, directement. Marié, ça commence comme Maroual, marié, mais c'est pas une chose. Marié, mélanger. Le rustique, mais modernisé. Avec le confort. Ouais. Voilà. Et est-ce que c'est possible? Par exemple, bien sûr, c'est possible. Et je pense que les gens reviennent beaucoup justement sur un peu mélanger les styles traditionnels et mettre une touche d'ancien. Et l'ancien aussi représente, je pense, aussi beaucoup la robustesse quand même qui est sur nos cuisines d'antan. Et le côté durable. Vous, Alexandra, par exemple, vous accompagnez des gens qui ont, ce genre d'opportunité de garder le rustique, mais de le transformer. Exactement. J'ai accompagné un couple il n'y a pas très longtemps où la maison coup de cœur. Le seul petit point, c'était cette fameuse cuisine. Ah, on va la voir d'ailleurs et on va comprendre le petit point faible de la cuisine. C'était vraiment la cuisine à papa, quoi. Enfin, c'est regardez, voilà. Vraiment. Voilà, là, ça n'attire pas l'œil, c'est sûr. Et là, voilà, ça c'est après, donc après rénovation légère, mais on voit quand même, et on va le voir quand on va mettre côte à côte, il y a une grande différence entre les deux. C'est la fenêtre. La fenêtre, la lumière qui est rentrée sur cette cuisine et du coup, je pense que la peinture, la pierre autour reflète et donne un aspect tellement moderne et avec tout cet aspect rustique de la pierre, du four à pain, enfin la cheminée traditionnelle de chez nous. La lumière, c'est important parce qu'en effet, ça apporte du modernisme, ça apporte de la vie et ça met aussi en valeur les matières. Mais on va continuer avec la cuisine, avec notre spécialiste de l'investissement, avec Alison Jungling, comme on dit en Lorraine, ou Junglin, comme on dit partout en France. Bonjour Alison. Bonjour Jean-Philippe, j'ai presque pas envie de dire bonjour là. Faut bien prononcer. Mais non, dites-le, parce que les gens nous demandent. La France veut savoir. Est-ce qu'on dit Alison Jungling ou Alison Junglin? Alors, on dit Alison Junglin. Maintenant, si je dis vraiment la vérité, c'est que normalement, on devrait dire Alison Jungling. Voilà. Eh ben, on ne gardera que ça. Non, Alison, je ne sais pas si c'est bien de le dire ici, mais... Allez, ok. Alors, Alison, vous, votre truc, c'est l'investissement. Mais est-ce que vous, quand vous investissez, quand vous achetez un bien pour le louer après, ça vous charme, la cuisine rustique? Alors, je suis très contente d'en voir parce que je sais que quand je vais visiter un bien et que je vois une cuisine rustique, il y a potentiellement de la rentabilité derrière ça pour moi. En général, je conseille souvent dans cette émission, il vaut mieux acheter des petits appartements. Pour la location, c'est plus rentable. Donc, du coup, on va plutôt viser des jeunes. Donc, ils vont être moins... ça va moins les attirer. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on visite un bien où il y a des cuisines qui sont vraiment anciennes, on sait qu'il y a un gros potentiel. Parce qu'il faut savoir que dans la tête des gens qui viennent visiter, changer une cuisine, c'est énormément d'argent. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'on dit que le prix d'une cuisine, c'est environ 10 000 euros, 5-10 000 euros. C'est ce qu'on dit. Alors maintenant, je vais vous partager une photo. C'est une cuisine que j'ai mise dans un de mes appartements et cette cuisine m'a coûté 1 200 euros en tout. Alors ce qui est vraiment pas cher pour le rendu de cette
cuisine, mais il y a des petits tips à savoir. Donc par exemple, lorsqu'on va mettre une nouvelle cuisine dans un appartement en location, ce que je conseille, c'est attention, ce qui coûte très cher, c'est tout ce qui est tiroir coulissant, les ouvertures push, où on a juste à appuyer. Ça, alors on se dit, bah, c'est rien, c'est 20 €. Oui, mais sur le nombre de caissons, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça, vous ne le mettez pas? Alors, je ne mets pas ça. Je vais mettre, par exemple, une petite poignée, mais qui ne se voit pas. Donc, dans le rendu général de la cuisine, ça va un peu aller dans la même idée, mais beaucoup moins cher. Et donc, j'évite au maximum des tiroirs. Je vais mettre un tiroir pour les couverts, mais je vais m'arrêter là. Et quand on ouvre les placards, il va y avoir seulement des étagères. Par contre, il faut que visuellement les portes, par contre une porte de cuisine, ça peut coûter entre 80, 100, 120 € à peu près la porte. Ouais. Mais vous en mettez 2, 3, par exemple sur la photo qu'on voit, il y a 3 portes d'un côté et de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a le four et le frigo. Du coup, c'est caché sous le plan de travail et vous mettez du coup moins de portes. Bah merci Alison, et c'est intéressant parce que c'est vrai, il faut savoir se projeter. Quand on arrive et que c'est une cuisine traditionnelle et qu'on ne veut pas ça, il ne faut pas avoir peur en fait. Il faut se dire, allez hop, je retire tout et je mets du neuf. C'est ça, il faut se dire que c'est un point positif, c'est comme les bidets. Moi, si je vois un bidet dans un appartement, je me dis, là, c'est jackpot. On va garder que cette phrase et elle va tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Alison, quand elle voit un bidet, elle est en extase. Et ça... Merci Alison. On vous retrouve en fin de deuxième partie où on parlera cuisine moderne. J'ai un peu peur au niveau du bidet moderne. Merci en tout cas à vous quatre de nous avoir donné toutes ces infos sur les cuisines traditionnelles. Bon, il y a Alison qui veut tout retirer. Nous aussi, on peut conserver les cuisines traditionnelles. Voilà, c'est selon vos goûts et voilà, il en faut pour tout le monde. On va retrouver tout de suite le Cheese Gourou. C'est l'invité du dimanche de Bruno. Ensuite, on retrouvera nos autres consultants venus d'autres villes. Voilà, c'est ça le brunch de Propriété à tout prix. Mais avant cela, les infos qu'il fallait retenir de cette première partie sur les cuisines traditionnelles. Le coût d'une cuisine entrée de gamme, pour une taille moyenne de 10 à 12 mètres carrés, se situe aux alentours des 6 000 €, avec des matériaux standards, tels que l'inox ou le composite. Pour les cuisines haut de gamme, par contre, il faudra tabler sur un coût d'environ 25 000 €, avec des matériaux plus nobles, bois, verre ou encore pierre naturelle. Le coût de rénovation d'une cuisine classique varie entre 3 et 600 € du mètre carré. Pour une cuisine moderne et sur mesure, il faudra plutôt compter 1 000 € du mètre carré. Et tout ça, sans électroménager. Et oui, on reçoit encore une personnalité complètement hallucinante. Il s'agit du Cheese Gourou. Xavier Turet est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous dans l'appart de Propriété à tout prix. Bonjour Bruno. Tu es le gourou du fromage donc. Ah oui, ça c'est mon nom de baptême américain quand j'allais faire la promotion du Roquefort aux États-Unis. Voilà. Le Cheese Gourou. Le Cheese Gourou. Alors on le dit, hein, effectivement, c'est pas démérité puisque en 2007, tu deviens meilleur ouvrier de France fromager. Et depuis longtemps, on va le voir dans cette interview, le fromage, c'est ta passion quasiment. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Oui, donc je vivais à la ferme de mes parents, de mes grands-parents. Hein. On est là depuis au moins 6 générations, où on avait un élevage. Et donc, de ce lait, on faisait des fromages frais au début, du beurre et un peu de yaourt aussi. Et moi, ma chambre, elle était située sous la voûte où ma mère travaillait le lait pour faire du fromage blanc et des yaourts. Et donc, il y avait toujours le matin des odeurs de lait chaud qui émanaient de cette voûte. Et quand l'été, les fenêtres étaient ouvertes, on sentait ce lait chaud monter jusque dans ma chambre. Incroyable. Bon, alors, ton credo, c'est de faire la promotion du fromage partout dans le monde. On essaye effectivement de diffuser la gastronomie française et au travers de cette gastronomie, donc il y a toujours le prisme du pain, du vin et du fromage. Et j'ai envie de dire, quand les boulangers arrivent à s'exporter, quand les vignerons arrivent à s'exporter, eh bien nous, on arrive avec nos fromages pour effectivement faire le triumvirat de la gastronomie française et comme les mousquetaires, en fait, inséparables, pain, vin, fromage. Et donc il m'arrive de voyager dans une quarantaine de pays, notamment en Asie, où même le mot fromage n'existe pas. Ah oui. Mais tu te déplaces jamais sans ton fromage, toi? Alors, le fromage, effectivement, fait partie de ma vie et fait partie... c'est mon meilleur ami. Et donc, je ne sais pas me débarrasser, me déplacer, sans mon meilleur ami. Donc, les inséparables, mon fromage de naissance, le brie de Meaux, roi des fromages, prince des desserts. Jamais sans son camembert, parce que là, vous voyez l'insolence, il nous tire la langue, ce joli camembert. Oui, c'est ça. Il nous faut un peu de chèvre, et là, c'est la saison des feuilles de châtaignier qu'on ramasse avec le chèvre, le banon. Donc, c'est le chèvre que l'on déshabille. Il est habillé de 5 feuilles de châtaignier. Le Royal Roquefort. Oh là là, donc ça a l'air d'être magnifique. Hein. Voilà, c'est un fromage que j'affectionne particulièrement. Et le comté. Et le comté. Et alors là,
On n'oublie pas les cheese toys, la crème de marron, les bananes et surtout le beurre. Bon, alors donc là, on va être obligé de goûter. On commence en général par le plus doux. Donc, en fonction des goûts, ça sera soit comté, soit chèvre. Ah oui. Le comté, tu vas faire un truc d'initié. C'est-à-dire que tu vas le casser à un moment donné sous ton nez et on va libérer les arômes, tu vas voir. Ah, c'est incroyable. Voilà, et casse-le sous ton nez et là, sens. Ah oui. Et là, tu prends un shoot de comté. Ah, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que c'est spectaculaire. Exactement. Et moi, mon métier, c'est de donner les clés pour déguster un peu mieux le fromage aussi. On va continuer cette interview et cette dégustation en deuxième partie. Je voudrais terminer cette première partie avec fromage ou dessert? Les deux. Pourquoi choisir? Pourquoi choisir les deux? Ça serait dommage de choisir. Les deux sont totalement complémentaires. Le fromage va créer la place pour le dessert. Et moi, j'ai tendance à surtout préférer le fromage au moment de l'apéritif. Bon, Xavier, on se retrouve tout à l'heure. Nos experts sont encore en place. Ils bavent devant le plateau de fromage, mais vous ne les en aurez pas. Alors, des nouveaux consultants avec nous. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Avec vous, on va parler cuisine moderne. Après les cuisines traditionnelles en première partie, les cuisines modernes. Et alors, on va se tourner du côté de la Lorraine encore, parce qu'on a beaucoup parlé de cuisine traditionnelle tout à l'heure en Lorraine, mais il y a aussi des cuisines modernes avec vous, Nelly, à Metz. Tout à fait. On a Dorothée également. Dorothée, vous venez d'où? Du Pèlerin. Le Pèlerin qui est à côté de Nantes. On est pile poil entre Nantes et l'océan. On va aussi aller avec vous, Lucas. Vous, c'est le sud. Alors, presque le sud, oui, dans la Drôme. Romans-sur-Isère pour vous, Lucas? C'est ça, ouais. Juste au-dessus, il y a Lyon. Et alors, voilà. Oui, vous aussi, à Lyon, évidemment, alors, on parle de modernisme. Même si on est dans la cuisine gastronomique traditionnelle, on est dans le modernisme au niveau de la cuisine. Tout à fait. Lyon, comme vous le savez, capitale de la gastronomie, on va en parler. Et effectivement, on a affaire à de belles cuisines. Évidemment. On avait tout à l'heure une autre Lorraine, Audrey. Audrey est allée voir un spécialiste du covering. On a la possibilité de rhabiller et de transformer complètement les meubles de cuisine, que ce soit des portes, des crédences, des plans de travail, à l'aide d'adhésifs avec différents aspects. Des adhésifs aspect bois, aspect marbre, aspect métallisé et autres encore. Il faut compter sur une taille standard, une cuisine classique à environ 2000-2500 €. Et Joachim, en combien de temps on peut transformer justement notre cuisine? En 2 jours, on est capable de finir et de transformer complètement votre cuisine. C'est incroyable, hein? En 2 jours, et vous avez vu, aussitôt, c'est comme si on avait une nouvelle cuisine. Ça évite tout le bricolage de démonter, de remonter. Après, c'est une technique particulière, hein. Je pense le faire soi-même, et ça peut faire des bulles et autres. Ah oui, il faut faire appel à un vrai professionnel, vous avez raison. Mais en tout cas, c'est une bonne astuce pour quand on veut rien changer en termes d'aménagement, mais juste... en termes de coût, eh bien oui, 2000-2500 €. Oui. D'accord. Alors après, il y a aussi le système de changer juste les façades. Je sais que ça se fait beaucoup, et notamment avec des cuisines venant de Suède, où on retrouve pendant un certain nombre d'années toujours les mêmes modules, et donc toujours les mêmes caissons. On a les caissons de base, et du coup, on peut changer. D'ailleurs, moi, il m'est arrivé une anecdote là-dessus, c'est que j'ai acheté une maison où il y avait une cuisine suédoise, mais qui ne se faisait plus. Et moi, elle était rouge laquée, et... Bon, j'ai mis une annonce sur le Bon Coin, mais j'ai eu des appels tout le temps, parce qu'en fait, les gens ne retrouvaient plus ces parois, ces façades, et donc ils sont venus me les acheter à prix d'or. Voilà, et je me suis racheté une nouvelle chemise grâce à ça. Tant mieux, on est content pour vous. Mais merci Nelly, et je suis aussi content de voir que du côté de Metz, on aime aussi la cuisine moderne. Je sais que vous avez accompagné Hakim. Alors en fait, on a fait un focus un peu sur les cadres moyens qui travaillent à Luxembourg, où ils ont 3 heures de route. Ils côtoient ces établissements, restaurants un peu branchés, cuisine ouverte, et ils ont envie finalement de retrouver cette atmosphère chez eux. Alors vous en parlez très bien, mais le mieux c'est encore de regarder, Nelly. Allez, on regarde. Je m'appelle Hakim, j'habite à Metz. Mon kiff, c'est de recevoir mes amis autour de ma passion, dans cet espace qui a été totalement repensé, qui est ma cuisine. J'ai opté pour un espace en open space. À Metz, on manque beaucoup de soleil, alors du blanc pour apporter de la lumière, des produits naturels, des rangements ingénieux et des courbes minimalistes. Pour profiter pleinement de mes convives, je vais bientôt investir dans un nouveau gadget. Il s'agit d'une plaque de cuisson autonome. Le principe, ce sont des capteurs qui vont détecter la nature des aliments, ce qui me permettra de passer un peu plus de temps avec mes amis et profiter de ma soirée.
Et voilà, passer du temps avec ses amis, profiter de la soirée. Ouais, elle est pas mal cette plaque. Est-ce que vous aussi, c'est la tendance, c'est de passer du temps? On veut plus en fait être cloisonné dans la cuisine ou préparer en avance. On veut cuisiner de façon. En fait, on veut quelque chose de pratique. Donc moderne à la fois, ça va avec la modernité. Et du coup, on veut passer du temps dans sa cuisine, mais que ce soit en tout cas facilitant. Et on a, dans l'exemple effectivement qui a été cité, on peut aussi trouver, comme là, on est en train de manger entre amis, sur une connectivité de four, pouvoir faire cuire son petit repas pour ses amis en disant, dans 1h30, il faudra que, je sais pas, mon rôti soit prêt avec mon gratin dauphinois. Et boum, à l'heure précise, c'est prêt. Donc c'est aussi ça, c'est ce côté-là pratique. Ça peut avoir un coût, parce qu'on parle aussi de cuisine moderne et luxueuse. On le verra à travers les différents reportages. Tiens, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite, Laurent. C'était pas prévu. Et puisque vous en parlez, vous êtes allé voir. Pardon. Vous êtes allé voir. C'est Passion Maroilles, mais c'est pas très bien avec quand on est animateur. Oui, ça sent en plus, ça. Non, je vous en prie. Laissez planer le mystère. Donc, vous êtes allé avec Marjorie, votre associée, voir un cuisiniste qui nous donne justement ces petits gadgets. Alors, on regarde. Et une fonction qui plaît beaucoup aujourd'hui, c'est la fonction chef qu'on peut trouver sur certaines plaques. Cette fonction chef, elle va vous permettre de travailler comme un chef, c'est-à-dire que vous allez l'activer et ensuite vous aurez comme un chef. Sur la première tranche de votre zone de cuisson, une fonction saisie, une fonction mijotage au milieu et enfin une fonction maintien au chaud à 60 degrés sans toucher aucun bouton, vous travaillez comme un chef. La poubelle, c'est toujours un sujet, donc derrière, sous l'évier, classique, sauf que si j'ai les mains sales, c'est quand même plus sympa de l'ouvrir avec le pied sans toucher la façade, ce qui permet de jeter ce qu'on a à jeter et ensuite de se laver les mains si on ne peut pas le faire en avance. Cette nouveauté, pour les amateurs de vin, ça peut être très sympa. Vous savez, quand vous commandez un vin au verre dans un resto, ils prennent la bouteille et ensuite ils la mettent sous vide. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire chez vous avec un petit accessoire sympa. Donc ça arrive, c'est en 2025. Un petit accessoire qui va s'intégrer dans le plan de travail. Vous aurez juste à avoir le bouchon spécifique que vous mettrez sur la bouteille. Et cet accessoire vous permettra de faire le vide dans votre bouteille de vin et ainsi de conserver le vin bien plus longtemps que si vous ne le mettez pas. On l'a vu en fait, beaucoup de modernisme au niveau de l'électroménager, des gadgets, parce qu'on veut être dans la facilité en fait, c'est ça? On veut que ce soit facile de cuisiner. Aujourd'hui, je pense que la question, enfin, je parle pour moi, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Voilà, je ne sais pas si vous la détestez cette question, mais moi je ne peux plus la supporter, elle est devenue anxiogène. Et du coup, le fait que justement on ait des gadgets comme ça qui nous facilitent un petit peu la vie, du coup c'est plus sympa. Oui, un peu comme tous ces robots qu'on trouve aussi qui font à notre place en fait, c'est ça. Je crois que vous avez même vu un robot complètement dingue. 280 000 €, donc il faut avoir les moyens. Il y a 2 bras, il y a 2 mains, il y a 10 doigts, et ça fait exactement le travail d'un cuisinier, d'un grand cuisinier. Mais il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Voilà. Quel tarif environ? 280 000 €. 280 000 €. Alors c'est vrai que aussitôt, évidemment, quand on parle de ce genre de cuisine, là, je disais tout à l'heure, c'est environ 10 000 € une cuisine, mais on peut aller dans tous les délires en fait. Alors, en fait, quand on parle de luxe, c'est un point qui est important, ou de vraiment très très haut de gamme, en fait, la notion de prix, c'est même pas une question de budget, c'est vraiment qu'est-ce que je veux. Et à partir de là, le cuisiniste ou le professionnel, comme on va avoir pour les plans d'architecte, est capable de faire une cuisine à la convenance des clients. Et parfois, les prix sont délirants, puisqu'on a on connaît quelques prix d'une cuisine, celle qui a coûté le plus cher à plus de 1,5 million, qui a été faite en cristal de Murano, pour le coup, et qui a effectivement un coût extraordinaire. Donc il n'y a pas de limite, on peut dire nos limites pour les cuisines de luxe. D'accord. Elle est située où, cette cuisine? Elle est en Angleterre. Oui, voilà, c'est aussi un pays de tous les délires. Vous parliez d'architectes, justement, Lucas, vous travaillez avec des architectes. Complètement, oui. Oui. Comment ça se passe quand vous accompagnez des gens pour refaire leur cuisine? Comment c'est ça. Le mieux, c'est de les accompagner devant l'architecte, en fait. Et quand on a des professionnels, ils vont pouvoir faire des dessins à la main assez rapidement, en fait, pour que le client ait une première impression de sa future cuisine. Alors, on a des images d'ailleurs, justement, de ce travail en amont qui se fait vraiment en conciliation avec les clients. Donc, oui, en face à face. Voilà, face à face. Et donc, l'architecte, avec son talent, met en image le souhait de c'est ça, en ceux que une vous dizaine accompagnez. de minutes,
En une dizaine de minutes? Ouais, alors là, c'est accéléré quand même. Mais en général, ça prend une dizaine de minutes. C'est combien le coût d'un architecte comme ça, quand on fait appel à un architecte? Alors ça va complètement dépendre de la personne. Hein. Ça peut être entre 500 €, ça peut être 1 500 €. En général, c'est plus 1 500 € quand même. Et puis aujourd'hui, il y a même, vous pouvez même faire des visites 3D. Vous avez un casque 3D. Et une fois que la cuisine est conçue sur ordinateur, vous pouvez rentrer dedans. Vous ne touchez pas les meubles, mais pas loin quand même. Alors on peut vraiment rentrer dans cette future astuce, cuisine. vous mettez un maroilles juste en dessous et là vous y êtes. Là. Enfin, pour ceux du Nord, en tout cas. Là, on y va en direct. Bon, du côté du Pèlerin, à côté de Nantes, on aime aussi la cuisine, on aime les cuisines modernes. Et alors, vous avez un cas à vous, et c'est vrai qu'investir dans la cuisine, ça peut être bien aussi au niveau de la vente, parce que ça peut être un coup de cœur pour l'acheteur. Exactement. Racontez-nous, Dorothée. Il y a quelques semaines, j'ai vendu une maison grâce à la cuisine. Mais je savais que c'était vraiment le gros point fort de cette maison, donc je l'ai mise en avant déjà sur les photos en amont. Et ils sont venus visiter, ils avaient déjà le coup de cœur pour la cuisine. Donc, bon, monsieur était plus dans le technique, bien entendu. Hein, les dames sont plus dans la décoration, dans l'agencement, dans la projection. Et du coup, voilà, quand ils sont rentrés dans la cuisine, ils se sont dit, bah oui, j'adore. On regarde cette cuisine, justement. Ouais. Alors, c'est une cuisine qui est plutôt simple, avec des matériaux qui sont plutôt nobles, avec du bois, du chêne, de la pierre, mais elle est très efficace, elle est propre, elle est lumineuse. Et du coup, ça a fait tilt, surtout pour madame, hein, pour être très honnête. Les fonctionnalités font aussi qu'on ne peut plus... monsieur ne peut plus dire « Oh non, moi je ne sais pas cuisiner ». On s'en fiche en fait, vas-y, apprends. Ce qui donne l'importance à la cuisine aujourd'hui, c'est que justement, il y a aussi monsieur qui y passe du temps. Et finalement, en fait, à deux personnes, on y passe beaucoup de temps dans cette cuisine. Quoi. Et oui, puis c'est de la complicité, on se balance de la farine. Et tout. Allez, voilà, il faut être joueur. Bon, en tout cas, oui, Dorothée, vous le disiez, hein, pour vendre une maison, c'est bien aussi que la cuisine soit... qu'il n'y ait plus de travaux à faire. Et donc, 2-3 astuces, si je refais ma cuisine pour vendre ma maison, donc il faut que ce soit le plus universel possible. De l'intemporel dans le blanc et bois, ça reste intemporel. Dans 25 ans, ce sera toujours à la mode. Il faut mieux s'amuser peut-être plus sur la décoration ou des murs de couleurs ou des choses comme ça, ou accessoiriser, et rester sur du neutre. Voilà. Ça, ce n'est que mon avis. Mais... Et convivialité, voilà, c'est le mot d'ordre. On n'en est pas encore à recloisonner les cuisines. Ah, je vois Laurent qui tique un peu. Ouais, c'est un sujet qui est... Ça revient un peu. On est confronté à ce genre de sujet quand même au quotidien. Ça revient un peu, ouais. Donc du coup, c'est vrai que les anciens, c'était cuisine fermée. Voilà, on le voit, les générations d'après, c'était plus cuisine ouverte. On a retiré toutes les cloisons. Par contre, chez nous, sur Metz, on a 43% des personnes, en fait, des foyers qui ont des cuisines ouvertes. Donc le reste, ça va être des seniors. Donc il y a 57%. C'est si énorme, je calcule bien. c'est bien. Ah oui, donc il y a plus, bon, c'est une petite majorité, mais il y a plus de cuisines fermées que de cuisines ouvertes. Mais l'idée, c'est qu'en fait, quand on a ouvert les cuisines, c'était pour que ce soit plus convivial, en fait, tout simplement. Donc vous pouvez, pendant que vous cuisinez, vous pouvez parler avec vos invités. Le problème, et c'est vrai que on le voit plus sur les personnes d'un certain âge, c'est où est-ce qu'on range notre vaisselle. Parce que c'est générationnel en fait. Il y a deux générations, on n'a pas les services de 20 couverts en cristal, les 15 assiettes. Les 3 cocottes, etc. On a besoin de moins de meubles. Il faut avoir les moyens aussi de pouvoir changer sa cuisine. Juste avant de nous retourner vers Alison, je voulais quand même montrer une image que vous nous avez filmée, Lucas. C'est une image d'une cuisine extérieure parce que c'est vrai, là aussi, on parle de convivialité, etc. Et donc l'idée, c'est aussi d'apporter le confort de la cuisine à l'extérieur. On n'est plus seulement sur le petit barbecue en métal. C'est ça. Hein. Là, c'est la totale. Le Kamado, là, clairement, hein, c'est barbecue asiatique. Et puis on est sur des matériaux, du quartzite. Donc en extérieur, il faut que ça tienne, il faut de l'inox. C'est souvent des produits plus coûteux. C'est pas les mêmes matériaux. Bah, vous savez quoi ? On reviendra à ce thème-là au printemps. Ça, c'est une très bonne idée pour Propriété à tout prix. Au printemps, on vous expliquera comment aménager sa cuisine extérieure. Et bien penser au terrain de pétanque à côté. Ah, le petit terrain de pétanque, forcément le terrain de pétanque à côté. Évidemment, évidemment. Le terrain de pétanque en plein Metz, ça va être sympa. Voilà, il est l'heure de se tourner vers Alison Ginglin, qui est notre spécialiste de l'investissement. Je le dis bien, Ginglin ? Parfait. Vous, on le sait, vous investissez, vous achetez, vous refaites, vous revendez ou vous louez. Est-ce que la cuisine moderne, tout à l'heure vous nous parliez des cuisines traditionnelles que vous n'aimiez pas trop, donc est-ce que pour vous, il faut la cuisine moderne avec plein d'options ? Alors, plein d'options avec modération, mais cuisine moderne, oui. Alors déjà, la première chose, c'est
je suis pour ouvrir la cuisine en général parce que souvent, lorsqu'on fait du locatif, on est sur des petits logements, donc on veut voir les mètres carrés. Ensuite, au niveau de la modernité, il faut qu'il y ait un réel coup de cœur parce qu'ils vont garder certainement très longtemps cette maison. Donc là, ce que je fais, je vais essayer de faire un compromis entre ce qu'on va pouvoir apporter de modernité et combien ça va me coûter. Ça veut dire que là, dans la dernière maison que je fais, j'ai mis une plaque avec la hotte intégrée. Donc là, vous avez l'image de la cuisine. Maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est d'avoir alors le plan de travail comme vous voyez sur la photo, où ça fait comme un cube et vous avez tous les meubles autour de ce plan de travail en fait qui sont posés, ce qui fait vraiment un effet 3D et c'est très moderne. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est refaites vraiment la cuisine, c'est très important, ça va coûter quelques milliers d'euros. Par contre, en fait, on va le récupérer largement après. Voilà. Ouais, elle est maligne. Bon, mais merci Alison et merci à vous pour toutes ces informations. Merci Jean-Philippe. Et toutes ces illustrations dans votre ville qui montrent qu'en effet, la cuisine moderne, où qu'on vive, on peut miser sur la cuisine moderne, c'est agréable à vivre et c'est pratique pour vendre. Et c'est aussi souvent ce qu'on cherche à faire. Vous le savez, on parle immobilier, on ouvre aussi une fenêtre sur les villes de France et aujourd'hui, Bruno est allé avec Sébastien Mazéo nous faire découvrir la ville d'Annemasse. C'est pas loin de Lyon. Pas loin, très belle ville. Eh bien, on va aller justement à Annemasse. C'est ça aussi, Proprio à tout prix. C'est l'émission de chez vous. Mais avant ça, les infos qu'il faut retenir sur cette partie cuisine moderne. En 2020, 5% des cuisines françaises étaient connectées. D'ici 2025, on prévoit que ce chiffre grimpe à 25%. D'ici un an, 15% des foyers devraient être équipés de réfrigérateurs intelligents. Les fours connectés coûtent aujourd'hui entre 2 et 5 000 euros et peuvent réduire jusqu'à 30% la consommation d'énergie. Le coût moyen pour une cuisine équipée et connectée complète se situe entre 15 et 25 000 euros contre seulement 8 à 12 000 euros pour une cuisine classique. Sébastien, merci de nous accueillir dans ton fief à Annemasse. Merci d'être venu. C'est des villes qui sont très urbanisées parce que, effectivement, on est à côté de la frontière. Exactement. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est on prend le tram, on va traverser Ambilly et Gaillard et tu vas voir la proximité de la frontière. Ah bah oui, bah là, il est juste là le tram. Allez, go, on y va. Vas-y. Sébastien, on est à peine à 100 mètres de la frontière suisse. Là. Exactement, tu la vois, elle est devant toi. On a un cadre de vie ici qui est quand même assez idyllique. Ouais. On a tout autour, je ne vais pas refaire encore la publicité de mon secteur si j'y suis ici depuis si longtemps. Voilà. Le fait d'être si proche de Genève fait toute la richesse de notre coin. Parle-nous un peu de ta mairie alors. Il faut qu'elle change. T'assumes à 100%, il faut que ça change. Ah, peut-être que Sébastien Mazéo maire, pourquoi pas non. Ça serait pas mal, hein, franchement. Vous voteriez pour lui s'il se présentait à la mairie? Oh, grave. Est-ce que vous voteriez pour ce monsieur? Non. On est en pleine nature avec les montagnes, là, c'est quoi? Allez, monte. C'est par là, Suis-moi, viens, on va voir. À quelle hauteur là? 1370 mètres. Il y a une rando qui s'appelle la verticale. Ouais. Tu montes sur 660 mètres à peu près à 27%, donc autant te dire que c'est pas fait pour toi. Match facile, que ça tienne. Match facile. Ah, donc c'est en plus un endroit archéologique alors. Visiblement. Ce que j'aime bien avec Sébastien, c'est qu'il connaît pas à fond son. Voilà, c'est que le gars en fait il habite à Annemasse, mais oui, il connaît pas effectivement les fossiles du Salève. Par contre, les prix au mètre carré de notre secteur, il les maîtrise. Il peut pas tout savoir. Il peut pas tout savoir. Il n'y a pas mieux que lui sur les prix au mètre carré. C'est vrai. Je vais te laisser reprendre le téléphérique pour retourner en bas. Moi, je vais prendre le chemin de randonnée. Vas-y, je te laisse faire. Parce que, tu vois, c'est pas le tout, mais... Non, je te laisse faire, Il y a ceux qui sont sportifs et les autres. Ah, ça donne envie. C'est ça aussi, Proprio à tout prix, tous les dimanches sur Sister et à retrouver sur M6+, je vous rappelle, en replay. N'hésitez pas à nous regarder en famille à tout moment de la journée ou de la nuit pour retrouver cette fenêtre sur les villes, les territoires, les régions de France. C'est celle qu'on aime et c'est celle d'où viennent tous nos consultants. Tiens, encore des nouveaux consultants.
et Bruno. Non, mais je suis partout, Jean-Philippe. Vous étiez à Annemasse, vous avez un invité qui vous attend, le Cheese Gourou, et vous êtes avec nous. Parce que en fait, la cuisine, c'est important pour moi. Oui, mais moi, je m'attendais à un expert cuisine. Oui, mais il n'a pas pu venir. On lui a dit de rester chez lui. Voilà, et donc, vous êtes devenu expert. Voilà, oui, je vois que vous avez des notes, là. J'ai pris beaucoup de notes et j'ai pris beaucoup de chiffres. Vous allez voir, on va mettre un peu les pendules à l'heure sur les chiffres. Combien ça coûte tout ça? Bon, très bien. On va mettre les pendules à l'heure de la cuisine, évidemment. Avec nous, Marie Gauthier, on la connaît. Bonjour, vous êtes là pratiquement tout le temps parce qu'on aime votre expertise, on aime aussi votre région. Vous venez du Beaujolais, de Villefranche-sur-Saône. Belle région gastronomique. Et oui, et donc aujourd'hui, on va parler de la cuisine, mais en tant que pièce de la maison. Oui, mais quand on aime la cuisine à manger, quand on est des fins cuisiniers, on aime avoir des bonnes cuisines. Ah bah oui. Et c'est le cas de votre voisin, Marie, avec Cyril. Parce que vous, Cyril, bonjour Cyril, vous venez de quelle région? Lorraine. La Lorraine, encore 203. Ah oui, c'est la thématique. Non, pas la quiche. Merci pour la quiche. C'est la thématique du jour. On a des Lorrains partout. Oui, quand on parle de cuisine, les Lorrains sont là. Vous êtes de Meurthe-et-Moselle. Tout à fait. Audun-le-Roman, ce qu'on appelle le Pays Haut, entre Briey et Longwy, je pense que vous voyez... Si vous voyez la tête de la Meurthe-et-Moselle, c'est comme un canard. Là, vous êtes au-dessus du cou du canard, hein, c'est ça? Exactement. Voilà. Pas loin de Jeuf, de Platini, vous voyez. Jean-Philippe, vous êtes un spécialiste. Ah bah, c'est ma région d'origine. La Lorraine. La tête de canard. Ah oui, la tête de canard. Regardez. Non, mais je vois très bien. Voilà, vous voyez la Meurthe-et-Moselle. Bon, c'est pas mal. Et puis, il y a Monsieur Rénovation, Sylvain Gruel. Bonjour Sylvain. Mister Rénovation, Mr. Renovation. Vous venez d'où d'ailleurs, Sylvain? Je viens du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Mais vous rénovez partout? On rénove un petit peu partout, au sud-ouest. Et votre spécialité, justement, c'est la cuisine, parce que quand on rénove... C'est l'incontournable de la rénovation, effectivement. Quand on rénove, en l'occurrence, 100% de mes projets, ça comprend la rénovation d'une cuisine. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est la pièce principale, aujourd'hui, préférée des Français, qui a détrôné le salon. Ah oui. Et aujourd'hui, on est beaucoup sur des cuisines dînatoires, donc où on a le côté convivialité, on reçoit les amis, on cuisine, on crée des nouveaux. Alors moi, j'ai été chez Marie, j'ai eu la chance d'être invité chez Marie, et effectivement, c'est une cuisine dînatoire, en plus ouverte sur l'extérieur. Et effectivement, c'est extrêmement convivial puisque Marie cuisine et donc avec son mari justement, on profite de la cuisine. Et voilà. Quand on parle de cuisinier, vous avez un CAP de cuisine. Ah mais vous êtes bien informé, Jean-Philippe. Ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est votre truc en fait. Alors je cuisine à la maison comme Bruno, donc je prends beaucoup de plaisir. Et après une vie professionnelle antérieure où je travaillais en salle, et donc pour avoir plus de compétences et également mieux gérer le travail avec la brigade de cuisine, j'ai passé un diplôme de CAP pour mieux comprendre le travail. Mais vous faites partie maintenant de nos experts de l'immobilier partout en France et vous êtes là aussi pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. C'est cette troisième partie, c'est l'interactivité avec les selfie-mots. Vous connaissez le selfie-mot évidemment. Bien entendu. Des questions, vous avez les réponses. Premier selfie-mot. Bonjour, Jérôme de Thionville. Quel conseil me donneriez-vous pour rénover ma cuisine et amener de la valeur à la maison pour la vente? Merci. Alors, c'est quoi la réponse? J'irais rénover à moindre coût, parce qu'une cuisine, ça reste quand même très personnel. Donc faire du relooking éventuellement, mais pas investir trop d'argent dans la cuisine. D'accord. Alors justement, un petit point sur les chiffres. Hein. Aujourd'hui, une cuisine... Non mais voilà, là, je voulais vous donner des chiffres, je vous en donne. Une cuisine traditionnelle, ça coûte en moyenne, quand on l'équipe entièrement, entre 7 et 12 000 euros, traditionnelle. Si on veut avoir une cuisine connectée, dernier cri, comme on en a parlé en deuxième partie, on monte à des budgets entre 15 et 25 000 euros. Donc ça fait quand même des budgets très, très conséquents, qui parfois sont peut-être pas judicieux pour donner de la valeur. Si c'est pour revendre derrière... La vraie question à se poser, ça va être le delta entre ce qu'on va investir et ce qu'on va en tirer. Toujours. Est-ce que c'est pour la vente plus chère ou est-ce que c'est une aide à la vente? Si c'est une aide à la vente qu'il faut cette cuisine pour la vendre plus rapidement, bon, mais il faut la faire. Mais si c'est pour essayer d'aller chercher une valeur rajoutée au bien, il faudra bien calculer le delta entre les deux. Alison le disait tout à l'heure, pour donner de la valeur à une maison, effectivement, il faut faire un compromis entre la modernité, mettre des choses quand même classiques, et puis quelques touches de modernité, ça suffit. Oui, c'est ce qu'on appelle lever le frein, en fait. Lever le frein face à la vente, les gens qui voient une cuisine et qui disent « Ah, il faut la refaire ». Si on voit que la cuisine est bien, hop, c'est même pas un sujet et ça ne freine plus. On va continuer dans l'interactivité. Deuxième question, deuxième selfie-mot. Bonjour, je suis Laetitia, j'habite Lyon. J'aimerais savoir quelles précautions dois-je prendre pour ouvrir le mur de ma cuisine. Merci.
Ah, c'est intéressant ça, parce qu'on le disait, on aime bien les cuisines ouvertes et tout, mais ça se fait pas comme ça. Hein. Non, il faut déjà s'assurer savoir si c'est un mur porteur ou pas. Et comment on sait ça? Si ça sonne creux, il y a de grandes chances que ce soit non porteur et si la cloison fait moins de 10 cm. Et si tu as un son plus rock et qu'on est à plus de 10 cm, logiquement, on est sur un mur porteur. Vous me faites peur. Logiquement, c'est ce que j'allais dire. C'est juste une petite astuce pour anticiper les travaux. Après, bien sûr, vous ferez passer un maçon qui va vérifier les choses. Alors attention, c'est pas parce que c'est un mur porteur qu'on peut pas le faire. Exactement, c'est juste que ça coûte un peu plus cher. Puis un truc tout bête. On a quand même la possibilité, souvent, d'ouvrir des cloisons qui sont des cloisons non porteuses. Et ça, c'est simple. En fait, ça coûte pas cher. Alors c'est simple, mais il y a un truc à vérifier quand même, c'est les hauteurs de sol. Parce que chez des amis, ils ont fait ça, c'était magnifique, sauf que en fait, il y avait toujours un petit dénivelé entre ce qui était le salon et la cuisine. Donc faire attention. Et la reprise de sol, en effet, la reprise de peinture au plafond. Mais dans tous les cas, si c'est un mur porteur, il faut, et qu'on est en copropriété, il faut demander l'accord de la copropriété pour ouvrir. Ah oui, en plus. On ne peut pas le faire comme ça. Et également, comment ça sonne, c'est important. Mais si vous avez accès à la charpente, on arrive à savoir comment on repose justement la charpente et donc à savoir si c'est porteur ou pas. Oui, mais alors là, je pense que ceux qui nous regardent disent « Oh là là, mais moi je sais pas, je sais même pas comment on accède à ma charpente. » Là, on est en train de faire peur à tout le monde avec les murs porteurs, mais en l'occurrence, si le mur n'est pas porteur, on parle juste d'un sciage à effectuer dans la cloison pour mettre une verrière ou pour les sciage. Un sciage, une découpe. C'est quand on scie, quoi. Découpage, sciage. Exactement. C'est marrant. Très bien. On apprend des mots, hein, voilà. C'est magnifique. Est-ce qu'on a répondu à la question? Je crois, en termes de budget, peut-être. Il faut compter entre 1500 et 2000 euros du mètre linéaire pour une ouverture dans un mur porteur. Donc un mètre linéaire, ça veut dire que vous mesurez au sol, si c'est une cloison de 4 mètres de large, c'est combien donc par mètre? Entre 1500 et 2000 euros. Une ouverture de porte, plus ou moins 1500 euros. Et si tu es sur une ouverture de 3 mètres, par exemple, on sera aux alentours de 4500 euros. Alors si le mur n'est pas porteur, ça coûte beaucoup moins cher du coup. Du coup, on n'a effectivement qu'un sciage, et voilà. Une découpe. Et là, oui, je sais pas, entre 5 et 800 euros. Voilà, c'est ça. Mais c'est quelque chose que vous pouvez vous faire vous-même. Si vous êtes bricoleur. Ça, j'aime bien. Un professionnel qui dit vous pouvez le faire vous-même, c'est honnête. Non, mais en plus, c'est un amusement énorme. Ah, mais j'adore. Avec la masse. Qui n'a pas abattu un mur? J'adore. Ah, ben oui, ça, c'est excellent. Ça, c'est génial. Bon, d'ailleurs, on le fera un jour. En fin de saison. Allez, on continue avec vos questions, le selfie-mot. Bonjour, moi, c'est Anaïs. Je viens d'emménager à Saint-Didier-de-Formans et ma question c'est comment pourrais-je redonner un coup de neuf à ma cuisine mais avec un petit budget? Alors, la réponse. Relooking. Voilà, on peut relooker sa cuisine à moindre coût, donc il faut compter entre 800 et 1200 euros en fonction de la grandeur de la cuisine. Alors le relooking, en fait, ça consiste à changer soit les façades, soit les repeindre, changer les poignées. Oui, on le disait tout à l'heure. Repeindre des crédences, mais voilà. Que l'aspect, quoi. Que l'aspect. On peut repeindre le carrelage maintenant, il y a des peintures spéciales. C'est ça, les peintures époxy qui collent sur toute surface. En fait. Les résines aussi pour le temps de travail. Oui. Alors, et là, je pense à tous ceux qui sont locataires qui se disent « Mais c'est super, je vais repeindre en verre. » Non, attention, on ne peut pas tout faire. Non, en tant que locataire, il faut quand même avoir l'accord du propriétaire. Voilà. C'est mieux. Hein, c'est mieux, parce que le rose fuchsia, non, je ne suis pas sûr. Allez, on continue à répondre à vos questions, les selfie-mots. Bonjour, je suis Christian, je viens d'acheter une maison. J'ai une cuisine ouverte, mais je préfère les cuisines fermées. Quels seraient les coûts des travaux ? Bon, il faudrait savoir, là. C'est l'inverse, là. C'est l'inverse. Alors, on a cassé les cloisons, mais maintenant, on veut remettre les cloisons. Comment on fait? Si on est sur une cloison sans finition, sur une pièce qui va faire 20 mètres carrés, on aura une cloison qui va faire 5 mètres de long. Il y en aura pour entre 800 et 1000 euros. Voilà. Et donc, c'est pas très cher, en fait. Et ça permet aussi d'avoir un support supplémentaire si on veut rajouter des meubles. Oui, un mur de plus, c'est de l'ameublement facilité. On continue avec le selfie-mot. Dernière question. Bonjour à tous, j'ai entendu dire qu'il fallait une prise réseau dans la cuisine. Est-ce que c'est vrai? Une prise réseau. Ah oui, les RJ45. Alors, est-ce qu'il faut une prise réseau? Eh bien... Oui, on s'est renseigné. Et c'est vrai que tout le monde, alors pratiquement personne ne le sait. Ça permet de connecter son électroménager directement sur le réseau Internet et de pouvoir bénéficier de toutes les avancées technologiques de cette avancée. Alors c'est comme tout, hein. Vous jetez pas sur votre cuisine en disant « faut que je rajoute une RJ45 ». Ça, c'est dans le cas d'une rénovation. Il faut être aux normes actuelles. Mais écoutez bien ce chiffre, c'est-à-dire que 5% des cuisines françaises étaient connectées en 2020.
en 2025, on prévoit 25% de cuisine connectée. Donc si vous refaites l'électricité de votre cuisine, pensez à mettre aussi un câble Ethernet avec une RJ45. C'est ça, les courants faibles. Il y a un truc dont on n'a pas parlé dans cette partie encore, c'est les petits espaces. En région parisienne, on le sait, il y a des petites cuisines, la fameuse kitchenette. Kitchenette, ouais. La kitchenette. Et donc, j'ai vu un chiffre assez important, c'est que 25% des nouvelles cuisines installées en 2024 utilisent des éléments modulables qui permettent de gagner de la place. On n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission. C'est vrai que les tables escamotables, les tiroirs un peu intelligents qui permettent de gagner de la place, il y a plein d'astuces. On voit ça beaucoup sur les réseaux. On voit des trucs qui sont complètement hallucinants. Une cuisine sur 4, donc maintenant, a des éléments modulables. Oui, et c'est aussi parce qu'on vit dans des endroits de plus en plus petits. De plus en plus dans les appartements. Et c'est vrai, on le disait tout à l'heure avec Alison, ouvrir aussi une cuisine, ça permet aussi d'optimiser ces petites surfaces. On a fait le tour de la cuisine, c'est le cas de le dire. Bah oui. Encore un chiffre? 15. Allez, 15. Oui, bah voilà, 22 aussi. Mais c'est pas possible. 13. Si, moi je peux vous dire un chiffre sinon. Un petit chiffre. 17. C'est le nombre d'années où un Français en moyenne conserve sa cuisine. Ah, on change tous les 17 ans? Tous les 17 ans. La moyenne, c'est ça. Ah, dis donc. Alors ça, c'est intéressant. Allez, comment? C'est surprenant parce que la moyenne en France est de 8-9 ans pour les biens immobiliers. Ah oui, le taux de rotation. Et bien comme quoi, on change qu'une fois sur deux. Vous voyez, on peut, on ne change la cuisine qu'une session sur deux. Alors, pour terminer juste sur un chiffre tout à l'heure pour l'anecdote, on est effectivement très sensible dans Propriété à tout prix à l'éco-responsabilité. Et une cuisine qui est considérée comme éco-énergétique permet de gagner jusqu'à 40% d'énergie en plus par rapport à une cuisine classique. Donc regardez quand vous achetez vos électroménagers, les consommations. La fameuse lettre. La fameuse lettre qui permet vraiment de faire beaucoup d'économie d'énergie. Le four, on sait que c'est très consommateur d'énergie, etc., etc. Ouais, mais rien que les plaques. Et c'est vrai, on y reviendra à cette histoire de cuisine et de l'environnement parce que de plus en plus de cuisinistes proposent des matériaux issus du recyclage, etc. Et très vite, en fait, on va arriver dans ces cuisines totalement recyclées ou recyclables. Mais justement, le relooking, c'est aussi un geste éco-responsable. Voilà. On ne jette pas, on ne consomme pas plus. Bon, merci beaucoup. On a fait le tour de la cuisine. C'était sympa. Non, je veux pas d'autres chiffres. On a fait le tour du propriétaire. Voilà, mais c'est pas la fin de l'émission puisqu'on va retrouver Bruno avec l'invité du dimanche. Bruno, il est partout. Et il est avec le Cheese Guru aujourd'hui. Il est incroyable, ce gars. Et il est incroyable. Et on a hâte, en première partie, là, on a hâte de le retrouver. Et c'est tout de suite. On vous retrouve la semaine prochaine. C'était une émission, évidemment, et on continue cette émission sur la cuisine parce que demain, c'est la semaine du goût. Eh oui. Mais avant ça, on va retrouver Bruno avec son invité du dimanche. C'est le gourou du fromage, le Cheese Guru. De retour avec Xavier Turet, le Cheese Guru français. Celui qui fait la promotion du fromage comme personne sur les réseaux sociaux, mais également dans la vie, je dirais, de tous les jours. C'est ton combat quotidien, en fait, le combat pour la promotion du fromage dans le monde. Exactement. Moi, je suis contre toutes les injustices et surtout la première d'oublier le fromage. Eh oui, mais tu l'oublies jamais, toi. Ah bah non, jamais. Tu ne déplaces jamais sans ton plateau de fromage. Jamais. Je suis un garçon timide et mon arme de séduction massive, c'est le fromage. Eh ben, écoute, ça marche plutôt pas mal. En ce moment, il y a un projet de livre dont on peut peut-être parler pour commencer. Oui, alors on est en train de boucler justement ce livre avec Jean-Charles Carman. On est en train de donner des idées de travail du beurre, parce que le beurre, c'est quand même la meilleure des pâtes à tartiner, pareil du quotidien. Ça commence le matin et ça peut finir le soir, et ça peut surtout être travaillé, le beurre. Nos grands-parents travaillaient le beurre, et les grands chefs, historiquement, faisaient ce qu'on appelait du beurre manié, donc avec des épices, avec plein de bonnes choses, avec des herbes, avec des fleurs, avec plein de choses qui vont aller se marier avec le fromage et le beurre sont indissociable pour un fromager comme toi? Est-ce que c'est pas un crime de mettre du beurre sur du fromage? Eh bien, je suis allé investiguer en Bretagne parce que c'était les Bretons qui avaient la clé de cette réponse, en fait. Et en fait,
ils ont bien raison, nos amis les Bretons, parce que manger du fromage, un brie de Meaux avec du beurre ou un camembert avec du beurre, le beurre a la capacité de rendre tout meilleur. C'est un exhausteur de goût. Voilà. Exactement un exhausteur de goût qui va rendre le sandwich camembert-beurre beaucoup plus gourmand et qui va donner ce goût d'encore. Le beurre, c'est vraiment le goût d'encore par excellence. Alors donc camembert avec du beurre, tu recommandes donc. Oui, j'y vais, je suis obligé. Alors attention, je ne sais pas comment je fais. On va caresser, on va prendre cette petite part de camembert. Ouais. Le beurre, on ne le coupe pas parce qu'il y a 2 écoles dans le beurre. Il y a ceux qui tranchent le beurre et ceux qui caressent le beurre. Ah, voilà. C'est comme on carafe un grand vin, on caresse le beurre pour développer ses arômes. Et là, je vais juste mettre une toute petite pellicule très fine de beurre. Et là, tu vas voir ce camembert. Mais c'est incroyable. Mais alors, il y a tout un cérémonial comme pour le vin, j'ai l'impression. Mais on n'est pas cousins pour rien avec le vin. Ah oui, c'est ça. Exactement. Il y a cette oxygénation, il y a la façon de découper. Ça, c'est gourmand. Voilà, c'est quoi ce camembert-là? Alors là, ça, c'est un camembert du Pays d'Auge. On est vraiment sur une très belle fromagerie artisanale, traditionnelle. Et donc là, ça explose en bouche parce qu'on est sur des laits d'automne. Donc là, on est passé sur l'alimentation au foin. On a des foins très parfumés qui sont séchés en grange. Et puis là, avec ce beurre, on va continuer. Et où on le trouve, ce camembert-là? Moi, je le veux, moi. Chez tous les bons dealers de fromage à Paris ou dans toutes les bonnes crèmeries, j'ai envie de dire, ou sur tous les bons marchés. Bon, et alors là, les voyages pour aller évangéliser le monde, le dernier en date, c'était quoi? Là, c'était la Croatie. On a fait un très beau voyage en Croatie parce que les Croates ont une belle gastronomie. Ils sont vraiment, aujourd'hui, ils montent à un certain niveau déjà dans la culture du vin, puisque eux-mêmes produisent du vin. Ils ont une côte absolument magnifique avec des restaurants absolument fabuleux. Et ils ont envie de Dubrovnik, enfin c'est tout. Exactement, de Dubrovnik à Rijeka. Vous avez des jeunes chefs qui ont beaucoup de talent, qui travaillent énormément sur la fermentation et le pain. Et aujourd'hui, dans cette culture, il leur manque le fromage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils savent faire du très bon vin, du très bon pain. Et là, j'ai été reçu par les meilleures tables de Croatie. Et donc, pour leur présenter ce que c'était que le plateau de fromage français. Et on s'est amusé avant de faire une présentation façon masterclass. On a travaillé une après-midi complète à faire ce qu'on appelle du cheese pairing avec les pains fermenté local et les vins locaux. Et moi, dans mon métier, j'aime autant encore apprendre, 30 ans après, que transmettre. C'est un métier, comme je dis, à double flux. On apprend et on transmet tous les jours. Et c'est ça qui est formidable. Alors, 2007, on le disait tout à l'heure, meilleur ouvrier de France fromager, ça veut dire quoi? Vous êtes combien? Vous n'êtes pas nombreux, hein? Alors, c'est une toute petite profession, hein, les fromagers déjà. Et puis après, les meilleurs ouvriers de France fromager, on n'est que 26 aujourd'hui en France. La plupart de mes collègues sont des grands affineurs ou des grands marchands de fromage. Et donc, eux, ils travaillent souvent. C'est l'élite du fromage, là. Oui, on a de la chance, il y en a partout en France. Maintenant, j'ai beaucoup de confrères un petit peu partout en France, puisque le métier a créé des émules. Mais c'est vrai que je fais partie de ces rares qui voyagent et qui font la promotion des fromages français à l'étranger. Alors, comment on devient meilleur ouvrier de France fromager? On parcourt le monde, on va chercher des pépites. Qu'est-ce qui se passe? Comment on obtient ce Graal, en fait, ce César? Alors, c'est beaucoup de travail. Moi, comme je dis dans la vie, ce qui m'a fait avancer, c'est la curiosité et le doute. Et je suis allé, comme on dit, faire mon tour de France de compagnonnage, comme les compagnons du devoir, charpentiers ou tailleurs de pierre. Quand j'ai décidé d'aller préparer ce concours, j'ai décidé de réapprendre mon métier. Ça faisait 10 ans que j'étais dans le fromage, même plus que ça, puisque j'avais grandi dans la ferme familiale. Mais j'avais besoin, à ce moment-là de ma vie, de réapprendre mon métier à la base. Et donc, je suis parti avec mon baluchon. La chance, c'est que j'étais accompagné par un grand industriel français qui m'a ouvert les portes de tous ses ateliers dans toute la France. Incroyable. Et j'ai rencontré plein de professionnels hyper passionnés par leur travail et qui m'ont transmis un peu leur feu sacré. Et voilà comment j'ai préparé ce concours. Et puis en binôme aussi avec un autre grand fromager qui m'a beaucoup aidé à Strasbourg, à la Maison Leroux. Et pour pas les citer, mais c'est un peu mon frère de lait. C'est un concours vraiment de camaraderie et de compagnonnage. Donc il y a des compagnons dans le fromage qui font avancer. Les compagnons de fromage. Oui, exactement. Mais c'est un peu, ça ressemble quand même à la vraie vie, quoi. Quand on mange du fromage, c'est entre potes, et ça ressemble vraiment à ça, c'est la convivialité, le fromage. Exactement, c'est la convivialité, ça crée du lien à tous les coups. Bon, moi j'ai envie qu'on termine cette interview avec une dégustation finale. J'en ai pas goûté 3 encore, hein. Il y a le brie de Meaux là qui arrive là. Le brie de Meaux, le Banon ou le Roquefort avec sa crème de marron. Si t'es prêt. Le Roquefort avec la crème de marron, ça me fait envie, ça. Attention. J'appelle ça. Attention, c'est très régressif. Ah oui, c'est ça. On va en prendre qu'une fois. Donc on caresse le Roquefort pour mélanger le persillé vert et la pâte blanche. Ça, c'est comme on carafe un grand vin. Donc on va avoir quelque chose de très onctueux, très agréable. Et après, on va venir caresser la crème de marron
Et tu vas voir, j'appelle ça le plaisir solitaire parce que c'est très régressif. Oui, mais moi j'aimerais bien un plaisir partagé. Tu vas en prendre. Bien sûr. Attention, faut pas le dire deux fois. Pendant que tu prépares. Allez, on y va. Ça fait partie des associations que j'ai découvert avec mon binôme Jean-Charles Carman. C'est incroyable. La réinvention de la 5e saveur. C'est un petit peu ça le but de ma vie, c'est de chercher la 5e saveur. Et là, on est entre le sucré, le salé, l'onctueux, le savoureux. Je crois qu'on peut terminer l'interview sur ça, parce que d'abord, j'en reste sans voix, parce que c'est effectivement une association totalement hallucinante. Ravi que ça te plaise. Merci beaucoup, Cheese Guru. Avec grand plaisir, Bruno. Xavier, on te souhaite tout le fromage du monde et tout le bonheur du monde. Avec plaisir. Je vais retrouver Jean-Philippe pour le débrief. Ciao. Salut. Quelle émission! Bah oui, après le fromage, le dessert. Eh oui, c'est ça. Nous sommes le dessert. Alors, une émission spéciale cuisine, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission? On l'a vu, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. On a vu en première partie que si on avait une cuisine rustique, traditionnelle, on pouvait la garder, mais la moderniser. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour la moderniser. Il y a surtout des aficionados. On a vu les Hollandais. Eh oui, les Hollandais, ils ne veulent pas rien changer. Oui, et beaucoup de régions aussi. On a vu aussi du côté de la Touraine. Voilà. Donc, ne l'achetez pas. En revanche, si vous aimez les cuisines modernes, on l'a vu dans la deuxième partie, alors là, faites-vous plaisir. Alors là, on se fait plaisir, de l'innovation, des facilités incroyables sur les fours, sur les frigos, sur les plaques, enfin, il y a plein de choses. Voilà, on peut même aussi ouvrir la cuisine, évidemment, pour plus de convivialité. C'est ça. Et puis, si c'est juste pour vendre sa maison, alors là, on a vu qu'avec, Alison nous l'a dit, avec moins de 2 000 €, on peut juste refaire la cuisine pour que ce ne soit pas un frein à l'achat. Ben oui, parce que le coût des travaux ne doit pas augmenter de manière trop importante le prix du mètre carré. Voilà, il faut être malin, il faut être rusé, et vous le savez que dans l'immobilier, c'est important. Et alors, on l'a vu, là, avec nos correspondants, Qui ça? On l'a vu qui? Nos chroniqueurs qui viennent de toute la France, de toutes les villes. Nos régions aiment la cuisine, on l'a vu, et aiment les cuisines traditionnelles et les cuisines bien de chez elles. Donc voilà, restez dans votre région. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, Jean-Philippe? Oui, et alors on va parler lumière. Ouais, vous me dites ça en me regardant, ça me fait très plaisir en fait. Ouais, alors c'était pour dire qu'il y avait moins de lumière la semaine prochaine, mais vous serez là quand même. Je serai là. On se dit au revoir, au revoir aux consultants, ciao. Et bonne semaine du goût, puisque ça commence demain. Salut, ciao. Salut, à dimanche.